Bonjour et bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre leur succès à travers les générations et décrypter avec elles leur organisation au filtre de 3 cercles, celui de l'entreprise bien sûr, celui des actionnaires et celui de la famille. Elles nous partagent leurs réussites mais aussi leurs doutes, leurs enjeux de transition et de transmission et en quoi l'urgence environnementale est une formidable opportunité de continuer l'aventure en famille avec la nouvelle génération à bord. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Caroline Poissonnier. Bonjour Caroline. Bonjour Julien. On est très content de vous recevoir dans cette émission et merci pour l'invitation. On a l'habitude de commencer cette émission par un petit pitch d'1 minute pour présenter votre famille entrepreneuriale. Alors qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Alors, ma famille entrepreneur. Alors moi, je suis la 3e génération d'une entreprise familiale, donc forcément, qui s'appelle Groupe Baudelet, qui auparavant s'appelait Baudelet Environnement et plus connu maintenant sous Baudelet Environnement. Qui a été créé par mon grand-père, repris par mes parents et donc nous. Et on intervient aujourd'hui sur 4 secteurs d'activité, l'environnement toujours, et aussi l'énergie, le commerce et le bien-être. Super. Eh bien, on se lance tout de suite et on commence par une histoire de famille. Alors Caroline, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire ? Comment ça commence tout ça ? On est dans quelle année, quelle époque, c'est quel siècle ? Alors, on s'est longtemps posé la question parce que si vous cherchez un petit peu l'histoire de Groupe Baudelet, on a fêté nos 60 ans cette année. Okay. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on s'est posé la question au départ parce que l'entreprise, du coup, 60 ans, ça fait 1964. Mais la vérité, c'est qu'elle a commencé bien avant, dans les années 20, par encore les parents de mon grand-père, qui avaient une entreprise de négoce, de peau de lapin, de ferraille et métaux, de bric-à-brac, etc. Et qui est montée quand même jusqu'à une quarantaine de personnes. Et puis tout s'est arrêté avec la guerre 39-45, donc tout s'est arrêté. Et mon grand-père a repris un peu sur les cendres, tel un phénix, à remonter une entreprise, mais vraiment from scratch, de zéro. Et donc c'est pour ça qu'on a finalement décidé, parce qu'on n'avait pas d'archives avant, on n'avait rien, de dire que la naissance du groupe est de 1964, mais il y a eu des petits prémices auparavant. C'est marrant, on avait reçu la famille Picotti dans cette émission l'année dernière, et une autre Caroline nous expliquait que lorsqu'ils avaient fait un travail sur la courbe de vie de leur famille, finalement, ils s'étaient posé exactement la même question. Est-ce qu'ils étaient G7 ou G9 ? C'est ça, mais exactement. Et finalement, ils avaient décidé que c'était la création officielle du cabis, finalement, de l'entreprise qui faisait foi. Exactement comme nous. On a pris la même décision, c'était ça. Est-ce qu'on est 3e ou 4e ? Est-ce que, Et c'est la décision qu'on a prise. Donc, 1964, création de l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce que fait le groupe ? Comment ça se passe ? À l'époque, on est ce qu'on pouvait appeler des ferrailleurs. Le métier historique de Baudelet Environnement, c'est du négoce de ferraille et métaux. Et en fait, on a fait ça pendant quelques années, même pendant 10 ans, on n'a fait que des ferrailles et métaux. Et puis, vous savez, ce métier est un métier à cours. Donc il y a des cours de matière qui montent, qui descendent, etc. Et il y a eu un crack un peu économique à ce moment-là. Et mon grand-père s'est dit, oh là là là, qu'est-ce qui va se passer si je reste dans ce métier-là ? C'est la mort assurée. Et c'était aussi le début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les syndicats professionnels. Alors c'était au tout début, dans les années 70, sûr. Mais les personnes de même profession commençaient à se rassembler, à discuter, etc. Et on lui a dit, écoute, il y a un nouveau métier un petit peu émergent, qui est connexe un peu. Nous, on va se pencher sur les déchets. Et donc les déchets ? À l'époque, les déchets, c'était brûlé au fond des jardins, il n'y avait pas du tout de réglementation. Et il s'est dit, ça c'est peut-être une bonne idée. Et il a commencé à s'intéresser au secteur du déchet ménager industriel, qui commençait effectivement à s'organiser, à avoir une petite réglementation. Et donc, il a commencé par acheter des terrains. Et mon grand-père, sur cette partie-là, toute sa carrière à lui, il a vraiment dédié de se dire, OK, maintenant je veux faire du déchet, donc j'ai besoin de réserves foncières. Et donc, comme il avait la chance d'avoir un peu d'argent de famille de sa femme, il a acheté des terrains et a commencé à constituer à l'époque ce qu'on appelait une décharge. Alors c'est la seule fois où vous m'entendrez parler, où vous m'entendrez dire ce mot dans l'émission, mais au départ c'était ça. Donc c'est juste un lieu et on stocke des déchets. Aujourd'hui le métier est tellement réglementé, et tellement, il n'y a plus
vraiment ça reste une activité polluante, mais en tout cas, il y a tellement de réglementations qu'on ne parle plus de la même chose. Et donc, voilà, et mes parents sont rentrés. Donc, il a commencé, ils étaient en dualité, quand mes parents sont rentrés dans la société dans les années 80, 82, 84, à peu près. Il y avait les deux activités. Il y avait les deux activités, voilà. Et mes parents ont passé leur carrière à développer et à donner des bases solides à l'entreprise sur ces deux métiers. Sur ces deux métiers. C'est ça. Et donc, ça fait quelle taille à l'époque de votre grand-père, au moment où vos parents arrivent? Mes parents arrivent, il devait avoir une trentaine, c'était vraiment une petite PME. Hein. Mon grand-père, il y avait quelques camions, quelques bennes, et puis voilà, c'était vraiment tout petit, une trentaine de collaborateurs. Alors, au chiffre d'affaires, j'ai aucune idée. Puis on ne parlait même pas en euros, donc vous voyez, je ne saurais même pas vous dire. Mais oui, au départ, c'était petit. Puis ils ont structuré. Quand moi, j'y suis entrée en 2008, ça devait faire déjà bien 80 millions, vous voyez. Donc, ils ont vraiment passé 20 ans à bien développer. Mais au-delà de développer, ils ont vraiment eu une stratégie de sécurisation, de solidité financière. Donc, ils ont vraiment bâti un groupe avec une assise financière très forte, ce qui nous a permis, nous, après, de pouvoir encore faire une étape supplémentaire, mais parce qu'on avait vraiment des bases et notamment très diversifiées. Et on en parlera tout à l'heure. On y viendra. Et donc, à l'époque, on est vraiment dans le Nord, quoi. C'est très régional comme activité. C'est encore très régional. C'est encore très régional. Ouais, là, on ouvre les portes, là, aujourd'hui. Vous voyez, donc, pendant 40 ans, ça a été... on était vraiment l'entreprise familiale des Hauts-de-France. Voilà, on a commencé à sortir un tout petit peu de nos bases vers la Normandie, mais il y a genre 8 ans, quoi. Ok. Quand vos parents ils rentrent dans le match, alors c'est intéressant parce que vous dites quand mes parents arrivent, et c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans les entreprises familiales. Il y a un héritier ou il y a un autre membre de la famille qui arrive. Là, il y a un couple qui arrive. Ils arrivent en même temps. Comment ça se passe? Il y a un couple qui arrive. Alors là, c'est le petit moment rigolo, enfin rigolo oui et non. Mon grand-père a une seule fille. Et donc, maman, qui est héritière du coup qui est Catherine Baudelet, hein, puisque notre société est éponyme. Sauf que mon grand-père était assez vieille France encore. Sa femme n'avait pas le droit de travailler. Ma maman, c'était tout juste. Donc, elle s'est battue pour ça. Elle n'était pas d'accord avec ça. Donc, elle a fait des études d'expertise comptable où elle a rencontré mon père, et ils sont arrivés, effectivement, elle est arrivée dans l'entreprise, mais ça ne pouvait pas être une femme dirigeante de l'entreprise. Et donc, c'est mon père qui a pris la direction générale et qui a pris toute la lumière autour de ça. Donc, quand on pense Baudelet, alors maintenant, on pense Jean-Baptiste et moi. Avant, on pensait Bernard Poissonnier, alors qu'elle a fait un job absolument incroyable, que c'est sa famille à elle. Et voilà, et d'ailleurs, c'est très rigolo qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui même, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus où je veux aussi un peu réapproprier ça, parce que maman, c'est un peu un de mes modèles. Elle a été quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement intelligent sur plein de sujets, et je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en lumière dans toute cette histoire, finalement. Bon, ça, c'est une histoire qui se répète dans plein d'entreprise familiale, où il y a des problématiques. Et ça fait se répéter avec moi aussi. Hein, de patriarcat, c'est vrai. Chante et tout ça, mais... on cite souvent cette histoire. C'est une des entreprises familiales les plus vieilles du monde. C'est une entreprise japonaise. Oui. En fait, c'est un hôtel qui se transmet depuis, je crois, le 15e ou le 16e siècle. Donc, c'est très, très vieux. Et il ne se transmet qu'à des hommes. Et il y a une génération où il n'y avait qu'une fille unique. Et donc, c'était la quadrature du cercle pour cette famille, parce que c'était juste pas possible. Et pourtant, la fille, elle avait envie, elle était performante, il y avait tout ce qui allait. Et donc, en fait, ils ont adopté. Non. Ils ont adopté son mari, qui a accepté finalement d'être l'héritier de la famille. Donc, vous voyez ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable. Alors là, vous ne parlez pas, parce que c'est un petit sujet chez nous, là, ce côté un peu patriarcal. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Bon, donc, en tout cas, ils forment un duo de choc, a priori. Oui, tout à fait. Et eux, comment ça se passe? Ils prennent une entreprise qui est très, très locale, il y a une trentaine d'employés, et 20 ans après, ils ont fait quoi? 20 ans après, ils la développent. C'est toujours une entreprise qui est peut-être devenue plus régionale. Ils ont fait une ou deux petites croissances externes, mais à 40 km, quoi, vous voyez, pour massifier un petit peu le transport. Mais voilà, et nous, on rentre dans l'entreprise en 2008. En 2008. On rentre assez vite dans l'entreprise familiale. On a fait ce choix-là. Mon frère, il est comme Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Okay. Il a toujours eu envie de faire ça. Il a passé ses stages. Voilà, il savait que lui, il finissait ses études, il rentrait. Moi, c'était un peu plus mitigé. Je n'étais pas tout à fait sûre de vouloir rejoindre l'entreprise familiale. J'y étais pas opposée non plus, hein, concrètement, mais voilà, j'étais en questionnement.
en questionnement parce que le métier des déchets à proprement parler ne m'attirait pas plus que ça. Et au départ, on ne faisait que des déchets. Okay. Le travail en famille, j'étais pas tout à fait sûre non plus. Moi, j'ai vu mes parents, c'est pas un mythe. Hein. Enfin, vous l'entendrez dans toutes les familles. Hein. Quand ils s'engueulent au boulot, ils rentrent. C'est pas bonjour chérie. Hein. Enfin, l'ambiance, elle n'est pas tout à fait la même. Hein. Voilà, donc j'étais pas sûre de ça. Et en même temps... moi aussi, je suis finalement un petit peu tombée dans la marmite parce que quand j'étais petite, j'allais en vélo dans cette entreprise. Je vivais cette entreprise par tous les pores de mon corps. Enfin, à un moment, c'est important. Et je ne voulais pas avoir de regret de ne pas avoir essayé. Okay. Et il y a plusieurs écoles dans les entreprises familiales. Vous êtes un expert, hein, vous savez. C'est soit on rentre assez vite et on gravit les échelons avec la famille, il y a des postes plus opérationnels et on passe du temps. Soit on décide de faire 5, 10, 15 ans à l'extérieur et de revenir à des postes un petit peu plus hauts. J'ai pas de religion à la matière. Je pense qu'il y a des très belles réussites et de très beaux échecs dans les deux cas. Oui. Une de mes convictions, par contre, c'est que je pense que tout le monde doit faire pareil. Et que donc, je n'imaginais pas que mon frère rentre tout de suite. Ok, c'est intéressant comme bosse comme 10 ans avec les équipes, mettre sa patte. Et que moi, j'arrive, coucou. Ça fait 15 ans, donc tu comprends que j'ai vu d'autres choses que toi, et donc je vais arriver et je vais t'expliquer la vie. La vie. Et donc ça, c'était pas imaginable pour moi. Et donc on a pris ce choix de dire bon, ok, moi j'ai tout ce qu'il faut. Si ça ne marche pas, je peux aller bosser ailleurs sans aucun problème. Et en se disant, je voulais pas le regret de pas avoir essayé. Et donc j'ai dit ok. Et donc qui est l'aîné? C'est votre frère? Moi. C'est vous l'aîné? D'accord. C'est moi, oui. Et donc on est rentrés à peu près en même temps, lui et moi. Vous avez combien d'écart? On a 2 ans. Et vous êtes que 2? Et on n'est que 2. Tout à fait. Vous en parlez à ce moment-là de ça? Ouais. Ah oui, parce que ça a été une réflexion. Maman qui me dit Jean-Baptiste, il a bientôt fini, il va arriver. Lui, il a fait 5 ans d'études, moi j'en ai fait 6. Et comme on a 2 ans, il y avait une petite année de décalage. La question, c'est de se dire Caro, il y a quelque chose à faire, on a une belle opportunité, qu'est-ce que tu en penses? L'alignement des planètes, il y a la personne qui s'occupait un peu des RH et de la com, parce qu'à l'époque, c'était une petite entreprise, c'était une personne qui faisait un petit peu tout, qui partait en retraite. Il me disait on aurait besoin de toi, qu'est-ce que tu en penses? JB va arriver. Là, c'est le moment parfait parce que si on recrute quelqu'un, c'est tout, on va recruter quelqu'un, mais dans tes appétences et dans tes compétences, puisque moi, j'ai fait une école de commerce, celle de Grenoble, et avec vraiment une majeure et une dimension ressources humaines, vision, gouvernance. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain, par comment on embarque les personnes, comment on fait rayonner une entreprise. Elle me dit, c'est peut-être le moment. Et donc, voilà, donc on en discute beaucoup entre nous. JB me confirme que oui, lui, c'est sûr, quoi que je fasse, il y va. Ah, c'est ça. Voilà, et donc je décide à ce moment-là de rejoindre l'entreprise. Et vous êtes complémentaires ou il y a de la concurrence? Comment ça fonctionne, vous deux? Jean-Baptiste et moi, c'est un peu le jour et la nuit, ou le yin et le yang, ou le soleil et la lune, quoi. C'est le soleil et la lune, vous pouvez prendre tous les opposés, c'est nous. C'est nous en termes de compétences, en termes d'appétence. Lui, moi, j'ai fait une école de commerce, je vous l'ai dit. Lui, il a fait une école d'ingénieur. Je pense qu'on a travaillé 10 ans ensemble. Enfin, ça fait même 15 ans maintenant. Mais je pense qu'en 15 ans, il n'y a pas eu un seul sujet qui a été mis sur la table et où on s'est demandé qui allait le prendre. Parce qu'on est tellement différents en tout qu'en fait, la répartition, elle s'est faite naturellement. Et pendant 10 ans, on a travaillé, alors déjà au tout départ, ce n'est pas le cas parce qu'on a vraiment créé, on était vraiment à des postes très opérationnels. Donc il n'y avait pas de sujet. Lui était on a des écosites, on a un gros site d'exploitation et on a des petits satellites qu'on appelle des écosites. Donc lui était là-dessus, il gérait des chantiers de ferraille, il était sur l'exploitation et moi je m'occupais de la communication des RH, donc il n'y avait pas de sujet. Puis à un moment, on est monté à des postes un peu plus de direction générale adjointe, de prendre des périmètres, etc. Et là, on s'est réparti les rôles de façon assez simple, ce qui a très bien marché pendant quelques années. Lui, si je devais schématiser, lui est dedans maintenant, donc il s'occupe vraiment de l'opérationnel, du commerce, du transport, avec une vision court-moyen terme. Ce qui se passe dans les 2 ans, c'est les équipes là, maintenant, tout de suite. Les opérations, quoi. Exactement. Et moi, je m'occupe du dehors, demain. Donc, à savoir tout l'aspect communication, gouvernance, stratégie, marque employeur, enfin tout ce qui va permettre à l'entreprise de grandir, de se développer et surtout ce qui est mon cheval de bataille, d'être pérenne dans le temps. La pérennité, la transmission, etc.
Okay. Et on a fait ça pendant longtemps. Et puis après, on a pris d'autres stratégies, mais on en parlera. On en parle maintenant. Donc, à ce moment-là, vous décidez aussi de diversifier le groupe. Voilà. Et donc, comment on prend cette décision? Est-ce que vous avez le soutien de vos parents à ce moment-là, quand vous ouvrez les... Alors, j'aurais pu continuer. Du coup, j'étais bien sur ma lancée, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ça a marché pendant longtemps. On a pris la direction générale. Mes parents se sont retirés assez rapidement quand on est arrivé à la direction générale, notamment parce que mon grand-père, qui est le fondateur du groupe, qui avait une aura assez importante, est resté dans le groupe avec son bureau, où il ouvrait le courrier jusqu'à ses 93 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le... J'imagine très très bien. Et puis, il avait un petit avis sur tout. Il passait dans les bureaux de tout le monde pour dire son avis, qui n'était pas tout à fait, vous imaginez bien, parce que déjà, il y a des conflits de génération. Enfin, on parle de nous maintenant, mais c'était la même chose à l'époque. Et ce qui fait que mes parents ont extrêmement souffert de ces tensions permanentes, de ces remarques, de oui, mais du coup, qui décide? Parce que si mes parents prenaient une décision, puis que mon grand-père passait derrière en disant qu'il n'était pas d'accord, les personnes ne savaient pas c'est qui le chef, quoi, à un moment. Et eux ont vraiment eu du mal avec ça. Maman en parle encore. On sent que c'est extrêmement émotionnel pour elle, ce sujet. Et à un moment, on arrive à la direction générale avec Jean-Baptiste, parce que mes parents veulent prendre un petit peu de recul, mais restent là. Et il y a 1, 2, 3 décisions où ça fight un petit peu parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision. 1, 2, 3 où on entend c'est qui le chef. Mes parents, je pense qu'en 10 jours, ils ont vidé leur bureau, ils sont partis. Ils sont partis. Okay. Et d'ailleurs, le bureau est resté vide pendant 6 mois parce que c'était tellement soudain qu'on a dit ils vont revenir. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas prendre leur bureau. Mais parce qu'ils nous ont dit, nous voilà, on vous a vu grandir, on a vu ce que vous êtes capable de faire, on vous fait confiance. Maintenant, c'est à vous. Et nous, voilà, on est toujours là, bien sûr. Et on sera là pour vous conseiller, on sera là pour vous guider, mais on ne veut pas interférer, on ne veut pas de ce qui s'est passé, en tout cas, avec mon grand-père. Et ça a été extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Enfin, bien sûr, parce que concrètement, ils ont été extrêmement intelligents. Parce que du coup, ce basculement-là, ça a été assez soudain pour eux. Mais je pense que ça a facilité grandement la transmission de l'entreprise. Il y a plusieurs façons d'aborder ça et il y a plein d'exemples assez croustillants. Il y a notamment un fonds qui accompagne spécifiquement des entreprises familiales lorsque il y a besoin d'accompagner sur un transfert de génération et qui a besoin de financer les parts de certains actionnaires familiaux, qui impose pour venir qu'il y ait un passage de bâton entre flambeau, de flambeau, voilà, entre c'est quelqu'un qui est dans votre coin. Oui, c'est ça, je sais très bien de qui on parle. Et en fait, il me disait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une cérémonie, et cette cérémonie, elle est là pour officialiser un peu. Pour officialiser, et puis dans la technique de la gouvernance manuelle, on appelle ça en fait l'ambivalence entre la now-gen et la next-gen. C'est-à-dire la now-gen qui dit je veux partir, mais qui part jamais. Et la next-gen qui dit je veux la place et qui la prend pas vraiment. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est assez intéressant. Tout est une question. Ah oui, mais ça, je réponds souvent à cette question entre est-ce que ça se prend ou est-ce que ça se donne le pouvoir. Pour moi, c'est un juste mélange des deux. C'est-à-dire que si on la donne et que la nouvelle la prend pas, voilà. Et si à un moment on n'impose pas non plus de dire bon maintenant je suis là. Donc voilà, c'est ceux qui s'accrochent, ça marche pas. Ceux qui la prennent pas non plus, ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment un équilibre et chaque histoire est différente. Alors du coup, vous décidez... Donc on arrive avec Jean-Baptiste à deux sur ces considérations de lui dedans maintenant, moi dehors demain. Okay. Et ça marche pendant un petit moment. Et à un moment, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'aller ni au même endroit ni à la même vitesse. Okay. Et ça, quand on est co-dirigeant d'une entreprise familiale, c'est gênant. Donc c'est gênant. Jean-Baptiste avait envie de consolider, de rester sur notre activité historique et sur notre territoire. Ça lui allait bien. Et moi, je rêve d'aller sur la Lune. Alors j'avais envie d'aller plus vite, j'avais envie d'autres choses. Et donc forcément, ça a commencé à faire des tensions. Parce que si on n'est pas aligné sur où on va et à quelle vitesse, forcément les décisions qu'on prend ne sont pas les mêmes. Et donc ça a commencé à poser des petits soucis. Et donc moi, j'ai effectivement porté l'entreprise familiale, notamment à des niveaux nationaux, sur les sujets de transition écologique. Parce que j'adore l'idéologie de la transition écologique et énergétique. Par contre, je n'étais pas animée par l'opérationnel de mon métier.
et qui moi, ne me plaisait pas. Quoi. Ouais. Et donc, à un moment, Jean-Baptiste m'a dit « Mais Caro, arrête de faire ça parce qu'en fait, moi, je ne sortirai pas des Hauts-de-France sur mon métier. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie. J'aime bien l'entreprise telle qu'elle est comme ça. Et donc, si tu as envie, va en politique ou fais autre chose. Mais en fait, ça ne sert plus l'entreprise. » Et il me dit « Reviens à l'intérieur, reviens dans l'opérationnel, on a besoin de toi à l'intérieur. » Sauf que ce que moi, j'étais en capacité de faire à l'intérieur, à savoir structurer les RH, donner une nouvelle impulsion, créer une dynamique, un logo, créer la forme, je lui ai dit, moi, je ne vais plus te servir à rien. Et moi, je vais m'ennuyer dans le système. Et c'est de là où on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a, la base, c'est est-ce qu'on a encore envie de travailler ensemble? Oui, non, parce qu'on pourrait se dire, voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, très bien. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on a encore tous les deux envie de travailler dans cette entreprise? Pourquoi? Donc moi, j'ai dit oui, j'ai encore envie. Oui, j'ai envie de travailler avec toi, c'était sûr. C'est voilà, mon frère et moi, on a parlé du jour et la nuit, mais il n'y a pas de jour sans nuit. Enfin, vous voyez, pour moi, on est un vrai binôme. Et lui aussi. Et en même temps, il fallait qu'on réussisse à tous les deux trouver notre place et notre plaisir. Et donc, je suis quand même revenue dans l'entreprise, parce que tout ça, ça se fait, là, je vous le raconte comme ça, mais ça prend du temps, de déjà se rendre compte, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Une fois qu'on se dit, OK, on a envie de rester ensemble, comment on le fait, qu'est-ce qu'on décide de faire, etc. Donc, on s'est fait pas mal accompagner aussi par des conseils, que ce soit en stratégie, en business, etc., par des coachs, voilà, de dire, est-ce qu'on peut réaligner tout ça? Et c'est de là où on avait deux possibilités, soit dire, qui était mon cas, on part au national, parce qu'on a envie de plus d'ambition. Et en même temps, mon frère qui fait tourner le business n'avait pas envie d'y aller. Soit on se dit, on se diversifie sur d'autres métiers qui pourraient potentiellement partir au national, mais qui ne sont pas le périmètre de mon frère. Et donc, c'est finalement ce choix-là qu'on a fait. Donc, on a diversifié sur 3 autres métiers. On en avait 2 historiques. L'enviro dont on vient de parler. On en avait un autre qui était du commerce de fourniture industrielle, alors qui était dans la famille depuis des années. On avait un petit magasin qui a bien grandi, mais on avait un magasin en Flandre intérieure pendant 30 ans qu'on n'a pas développé. On n'est pas allé sur le web, on n'a pas fait d'autres magasins. Donc on s'est dit, on va continuer et on va développer cette activité qu'on a déjà au sein du groupe et on va créer 2 nouvelles branches qui faisaient vraiment du sens pour nous. Mon frère était très branché, je vous l'ai dit, enviro. On était dans la transition écologique et on commençait à toucher à l'énergie puisqu'on transformait avec le biogaz des déchets, déjà les déchets en énergie. Et on s'est dit, on a envie d'aller plus loin. Donc, on a créé une branche énergie pour aller vraiment sur les énergies renouvelables et notamment avec le photovoltaïque et pour aller sur le volet sobriété énergétique. Donc, on a créé une start-up qui fait de la fabrication d'isolants à partir de fibres de bambou. Donc, ça, c'est 2 sujets et où là, on a des associés minoritaires, mais des associés qui portent opérationnellement les sujets. Okay. Donc, mon frère garde, il est patron de la branche enviro, clairement, tout seul. Et sur les 2 autres branches, on a des associés. Donc là, vous êtes plutôt finalement des actionnaires sur ces branches de diversification? Oui, alors oui et non, parce qu'on est quand même très proche de nos associés, mais effectivement, on n'est pas opérationnel dans les branches. Et une dernière branche dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la branche bien-être, et qui moi, je porte. Ce que je vous dis, Jean-Baptiste était vraiment sur la planète et moi, clairement sur l'humain. Et avec plein d'expériences de vie, de choses qui se sont passées et où j'ai envie aujourd'hui de porter ce message aussi de bien-être, de santé mentale, des leaders en règle générale et de bien-être aussi des collaborateurs, puisque moi je suis convaincue, persuadée que le nouveau leadership de demain passera par la prise en compte de ces sujets de santé physique et mentale et de bien-être au service de la performance collective. Puisque, encore une fois, je suis une entrepreneur, je suis là pour que les entreprises fonctionnent, ou en tout cas c'est le but ultime, mais pas à n'importe quel prix. Génial. On va passer maintenant aux 3 cercles. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on discute un peu de la gouvernance, comment vous êtes organisé dans vos décisions. Et ce que vous venez de partager, c'est assez intéressant parce que il y a des familles, elles le développent dans le cercle actionnaire, et il y a des familles, elles le développent dans le cercle entreprise. On peut diversifier de manière différente. Et d'ailleurs, en fait, plus la famille grandit, plus c'est malin de le faire dans le cercle actionnaire pour donner de la liberté. Tout à fait. Notamment quand les actionnaires familiaux n'ont pas la chance d'être yin et yang comme vous et qu'il y a un peu de compétition et chacun peut aller trouver son projet. Ça permet aussi de développer ce qu'on appelle l'équité versus l'égalité dans la dynamique de l'héritage.
Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde un peu ces 3 cercles. Ouais. Il y a vos parents qui sont sortis. Il y a eu une passation G1, G2 un peu complexe, puisque votre grand-père est resté jusqu'à 93 ans. On sent bien la complémentarité avec votre frère. Mais il y a quand même ces 3 cercles. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous êtes organisé dans votre gouvernance aujourd'hui? Oui. Alors, comment on est organisé? C'est assez informel encore. On n'a pas une gouvernance très structurée. On n'a pas d'administrateur indépendant, on n'a pas de conseil d'administration vraiment. On fonctionne avec deux cercles principaux, que sont les comités de direction, auxquels on a les actionnaires et les principaux patrons de BU, la RH, la finance, etc. Et ensuite, on a une espèce de conseil de famille où on est là que entre actionnaires. Donc, le premier cercle, quand vous dites les actionnaires, c'est vous et votre frère ou C'est mes parents. C'est avec vos parents? Ouais, Okay. Nos parents sont encore... Donc, c'est encore très proche du business. Ouais, ils restent, ils n'ont plus de bureau, ils viennent plus au quotidien, ils assistent au comité de direction une fois par mois qui du coup, donnent un peu des informations à la fois financières, stratégiques. Eux, ils sont en prise d'informations, de pouls. Ils s'expriment assez peu au sein du comité de direction, mais en tout cas, ils sont encore là. Et par contre, on a mis en place cette espèce de conseil de famille qui a lieu 2 fois par mois. Parce que vous parliez du cercle entreprise, famille, etc. Bon, nous, on veut rester une famille. C'est vraiment important pour nous. Ça veut dire qu'on veut se voir encore le week-end. On a un fonctionnement assez proche. Une fois par an, on essaie de partir en vacances. On veut que les cousins créent des liens ensemble. On a un fonctionnement de famille où on habite tous dans la même rue, on se voit souvent, okay. Et on ne veut pas que parce qu'on se voit tous les jours à l'entreprise, on se dise qu'on n'ait plus envie de se voir en dehors. Et ce qui fait qu'on met une barrière assez nette. On ne se parle pas de boulot le week-end ou en vacances, et en même temps, quand on est au boulot, on n'a pas le temps de parler de la famille. Mais, voilà. Et donc mes parents, à un moment, se sont sentis à l'étroit parce qu'ils disent nous, on ne vient plus à l'entreprise, donc on n'a plus l'occasion de vous en parler. Et si... Quand vous venez nous voir ou quand vous venez, on ne peut pas en parler, ça ne nous convient pas. Donc, on a créé ce fonctionnement. Donc, c'est un déjeuner qu'on fait tous les 15 jours. Alors, de temps en temps, il y en a un qui saute, mais grosso modo, on essaye de faire ça. Et où là, nos parents ont 2 heures, on prend vraiment un temps long. C'est open bar. Ils nous posent toutes les questions qu'ils veulent, ils critiquent ce qu'ils veulent, ou ils félicitent ce qu'ils veulent. Enfin, on est là dans un espace de bienveillance, mais en tout cas, eux, s'ils ont des choses où ils ne sont pas d'accord, ça les gêne de le faire devant le comité de direction. Et du coup, on a cet espace vraiment qui nous permet, où ils posent des questions, où ils challenge et où potentiellement, s'ils veulent parler des vacances, on peut parler des vacances. Mais c'est un fonctionnement vraiment informel. Et ensuite, moi, j'ai essayé d'introduire des administrateurs indépendants parce que je crois profondément à ce bénéfice. Mais voilà, que ce soit mes parents, mon frère, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie. J'ai essayé d'amener, je suis moi-même membre de différents conseils d'administration, aussi pour voir comment ça se passe à l'extérieur, et venir me nourrir et me dire qu'un jour, on y viendra, mais une chose à la fois. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts et c'est un combat qui ne vaut pas la peine. Donc, on travaille autrement. Je fais régulièrement venir, que ce soit des consultants ou des personnes ou des avis extérieurs. Je me nourris beaucoup de ça pour le ramener au sein de la société et puis travailler comme pourrait le faire certainement un administrateur indépendant, mais de façon un petit peu détournée. Est-ce qu'avec votre frère, vous avez commencé à réfléchir à ce qu'on appelle vulgairement une charte familiale, en gros les principes sur lesquels vous allez vous mettre d'accord si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez préparer l'arrivée d'une future génération? C'est ça. Je pense qu'on va devoir y venir. Okay. Moi, je suis très impliquée au FBN, Family Business Network. On parle beaucoup de ce sujet de charte familiale. Alors nous, pour l'instant, on est une toute petite famille. Je vous ai dit, on est mes parents, nous, et on est de la même souche, entre guillemets. Mais on sait que pour la génération à venir, si elle arrive, pour l'instant, l'aînée a 14 ans, donc on a encore le temps, la petite dernière a 4 ans. Mais on sait que c'est un sujet sur lequel on va devoir se pencher pour l'avenir. Vous en avez 2 chacun, c'est ça? 2 chacun. Ok. Donc vous avez de la chance parce que généralement, la 3e génération, c'est la fin de l'égalité. C'est assez rare, alors ça peut arriver, mais on n'a pas toujours le même nombre d'enfants. Et donc, du coup, dans la transmission capitalistique, on se retrouve avec une inéquité potentielle. Tout à fait. Donc, vous n'aurez pas ce cas-là à gérer a priori. À la suivante. Mais non, pour l'instant, il y en a 4. Ouais. Ça sera la dernière. À la suivante, c'est à peu près sûr que ça va pas être bon. C'est sûr que c'est à peu près ça, c'est ça.
Donc, ok, vous avez pas encore initié ça. Est-ce que vous en parlez? Souvent, on aborde dans ces cercles-là les accidents de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si vous arrive quelque chose ou s'il arrive quelque chose à votre On est frère? en plein dedans. J'ai passé la journée entière hier. On a fait les cas. Vous savez, si c'est les parents qui se tuent, si c'est toi qui te tues, si tu te tues avec machin. Donc on les a tournés dans tous les sens et c'était passionnant ma journée d'hier. Non, on aborde ces sujets. On aborde ces sujets déjà de transmission parce que quand on a des ETI, ben voilà, faut anticiper. On parle, le mot-clé, c'est anticipation. Donc, on est dans ces sujets. On prépare aussi parce que pour moi, le fait d'avoir diversifié, d'avoir plusieurs branches, ça laisse aussi plus de liberté, plus de possibilités aux enfants de pouvoir se sentir proche d'une branche ou d'une autre. Alors, pour le coup, c'est un vrai hasard qu'il y ait 4 branches, 4 enfants, parce que ce n'est pas le but du jeu de se dire, enfin, voilà, peut-être que demain, il y en aura 3, peut-être que demain, il y en aura 6. Ça, on ne sait pas à l'avenir. Mais on prépare déjà ça. On sécurise un maximum parce qu'on est dans une optique à vouloir transmettre. Puis après, la vie, personne n'a de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'on en a. Sécuriser, pérenniser, anticiper le maximum de choses, communiquer. Donc eux aussi viennent faire du vélo dans l'éco-parc, comme on faisait nous il y a 40 ans. Mais voilà, et ils aiment et ils savent que c'est leur entreprise, on leur en parle. Et je pense que nos parents étaient extrêmement intelligents par contre, de ne pas nous dire vous allez devoir reprendre, il n'y a jamais eu d'obligation. Et tout comme ils ne nous ont jamais dit, tout comme ils nous ont toujours dit, par contre, tu branles rien, n'espère pas le reprendre. Donc, il fallait qu'il y ait ça, c'est de dire ça ne tombe pas du ciel, on n'a rien sans rien, et le travail paye toujours. Donc, à un moment, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans cette logique-là, mais on est dans cette même logique. Ok, super. Comment on entrevoit avec votre frère aujourd'hui la place des conjoints, puisque vos parents, et vous avez expliqué l'histoire, sont tous les deux dans l'entreprise et ils sont encore très impliqués finalement dans cette transition. Oui. Vous travaillez avec votre frère, mais donc vous avez chacun un conjoint, chacun de votre côté. Comment ils ont vécu ça, cette entreprise? Elle prend quelle place dans leur écosystème? Elle prend un petit peu de place. Elle prend un petit peu de place. Alors, on a un fonctionnement un petit peu particulier. Nous, on a pris la décision de ne pas intégrer nos conjoints dans l'entreprise depuis très longtemps. C'est l'idée de dire on ne veut pas de conjoints dans l'entreprise parce qu'on travaille avec nos parents, nos grands-parents, le frère. Et puis déjà, il faut se mettre d'accord entre frères et sœurs. Alors si en plus, voilà, en étant en très grande proximité comme ça, nous, on pensait que ce n'était pas l'idéal. Par contre, on a pris la décision d'aider nos conjoints à avoir leur propre entreprise. Parce que moi, à un moment, effectivement, mon mari avait c'est mon ex-mari maintenant, mais il avait un job dans une boîte. Et on lui proposait d'évoluer, mais il fallait partir. Donc moi, je lui ai dit, moi, non, c'est blague. Et moi, je suis blague. Attention, voilà. Et il a dit, donc quoi? Donc embauche-moi. Je lui ai dit, non, je t'embaucherai pas. Donc il m'a dit, quoi? Alors moi, je garde les enfants. Un moment, soit on se voit plus, soit je garde les enfants. Et donc, là, on a réuni le conseil de famille. On s'est dit, voilà, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et du coup, nous, notre famille a investi à leur côté, chacun dans leur projet à eux. Et ce qui fait qu'on a chacun nos projets, chacun nos emmerdes, chacun nos collabs, chacun... Et du coup, vous êtes actionnaire de ces entreprises? Ouais. Et donc, vous êtes actionnaire. Et là, on n'intervient pas, par contre, ou très peu. Il n'y a pas de... Autant sur les autres, je vous ai dit, on est actionnaire, mais on se voit tout le temps, on se parle tous les jours, on fait des points quasiment toutes les semaines. Enfin voilà, on est très présent dans les affaires du groupe, mais pas dans les autres. Comment vous gérez ça? Là, je vous projette à la génération d'après, parce que finalement, c'est un classique dans les entreprises familiales, mais ce n'est pas forcément un dû non plus. C'est-à-dire que les familiaux peuvent arriver avec des projets, et la question que peut se poser la famille, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, de la même manière que est-ce qu'il est compétent ou pas compétent pour venir travailler dans l'entreprise familiale. C'est typiquement le genre de choses qu'on met dans les chartes familiales d'ailleurs. Exactement. Ça, vous l'avez un peu évoqué déjà avec votre frère ou c'est un petit peu tôt? Non, on ne l'a pas encore évoqué. On n'est pas encore là-dedans. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Puis ensuite, on verra. On sait qu'on va y venir. Génial. Mais on n'y est pas. Super. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de cette émission. Et donc, c'est maintenant le moment de la Next Gen. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur les enjeux sociétaux, notamment environnementaux, qu'adressent vos différentes activités. Oui. Et en gros, voilà, comment vous vous êtes engagé et ce que vous faites
et comment vous mesurez votre impact dans ces différentes activités? Alors, le groupe Baudelaire est très impliqué dans les différents sujets sociétaux, notamment à travers un fonds de dotation qu'on a créé en hommage à mon grand-père, hein, qui est le fonds Jean Baudelaire. Et on a on soutient deux, voire une troisième maintenant, cause, puisqu'à un moment, quand on crée des fonds, il faut mettre des causes. Et c'est la sensibilisation à la transition écologique et à tous les sujets de protection de l'environnement. Et la deuxième cause, c'est l'inclusion sociale des personnes un peu éloignées de l'emploi. Et donc là, c'est l'entreprise qui abonde dans le fonds de dotation. Exactement. C'est l'entreprise qui abonde dans le fonds de dotation. Le conseil du fonds soutient des associations qui peuvent être proposées d'ailleurs par nos collaborateurs. Okay. Et au sein du fonds, on a des ambassadeurs, des pilotes, et on offre aussi une journée à l'ensemble des collaborateurs, même s'ils ne s'impliquent pas dans le fonds, de pouvoir donner une journée de leur temps de travail pour des causes... pour ces associations-là que vous soutenez, ou pour n'importe quelle association? Non, pour ces associations-là. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se présente. Et puis ensuite, sur la transition écologique, on a été... nous, c'est dans notre ADN, hein, que ce soit le tri des déchets, la récupération, la transformation en énergie. On fait énormément de choses. On fait de l'éco-pâturage. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se font au sein de l'entreprise. Et on va aussi sur le volet, beaucoup sur le volet managérial et l'humain. Enfin, en tout cas, on est très impliqués là-dessus. Comment ça a un impact sur la réputation de votre famille, tous ces sujets-là, en fait, parce que vous êtes engagé depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'impact, mais vous avez fait de l'impact avant même que le mot existe, d'une certaine manière. Exactement, la RSE, ça nous a fait un petit peu rire au départ, parce que quand on regarde l'ADN même de notre société, c'est du recyclage, c'est des boucles d'économie circulaire, c'est des matières de l'un qu'on récupère de l'autre, c'est le tri des déchets. Enfin, voilà. J'ai perdu le fil de votre question. Non, pas de problème. Ce que je vous posais comme question, c'est comment ça impacte votre réputation. Ah, la réputation, oui, c'est ça, on parlait de ça. J'en sais rien, c'est une bonne question. Je pense qu'on est bien vu dans notre écosystème. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à être dans l'acceptabilité aussi de notre organisation, puisqu'on reste une activité polluante. Hein, voilà. Et donc tout le monde est conscient qu'il faut des déchets, tout le monde veut qu'on trie les déchets, mais surtout pas à côté de chez moi. Donc on est dans une politique où nous, on essaye d'être très proche des riverains, des mairies, de mettre plein de choses en place. Et je pense qu'on ouvre les portes de temps en temps pour dire venez voir la façon dont on travaille. On est hyper fiers de la façon dont on travaille au sein de notre groupe. Et l'image, en tout cas pour ceux qui nous connaissent et même pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a toujours des détracteurs, mais en tout cas elle est très positive. Et donc là, si vous vous projetez dans l'avenir, vos grands enjeux et vos investissements, ils sont tournés vers où ? Il y en a un petit peu dans chaque. Un très gros projet, c'est l'usine de fabrication de panneaux de fibres de bambou qui doit sortir cette année. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce beau projet, mais on en a dans chacune des branches finalement. Dans l'environ, on vient d'investir dans les pôles matériaux. Là, c'est plutôt la partie terre polluée, sédiments. Donc tout ce qui est réhabilitation de friches industrielles, dragage, etc. Voilà. Et on a fait, donc là, on a des nouveaux outils qui vont nous permettre de nous développer. Sur le pôle énergie, je vous en ai parlé. Sur le commerce, on est en train d'étendre. On a une belle société qui s'appelle Embaléo, qui fait des boucles d'économie circulaire et notamment qui vient, à travers Baudelaire, on collecte du papier et du carton qu'on renvoie en cartonnerie. Okay. Et on reprend ce carton-là qu'on revend à des acteurs, que ce soit les mêmes ou d'autres, sur des e-commerçants, avec vraiment une gamme Paca Green qui est recyclée. Donc là, la start-up, elle a bien démarré. On est en train de regarder pour faire des extensions parce que ça commence à prendre une belle ampleur. Et donc, plein de projets. Et puis, sur la partie bien-être, on vient de sortir, là, il y a 3 mois, même pas 2 mois, une belle salle de sport, un complexe sportif, okay. À la fois pour le territoire et pour nos collaborateurs. Et on travaille sur un beau projet de centre, de séminaire, retraite, formation, vraiment dédié aussi au bien-être, au métier du bien-être, à la prépa mentale et à l'importance pour les leaders. Donc là, on vise plutôt du haut de gamme des comités de direction, des leaders, de dire prenez soin de vous parce qu'en fait, c'est vous qui portez les organisations et c'est vous qui devez impulser. Et donc, on sait très bien que quand le leader est convaincu et est habité par quelque chose, il l'emmène dans son organisation. Et donc, voilà, plein de beaux projets. Ça a une vocation nationale ?
On verra, pour l'instant c'est régional, cette partie-là, on va tester sur on verra comment ça prend. Par contre, la vocation de proposer des programmes d'accompagnement, de sensibiliser au bien-être, à la santé mentale, notamment au service de la performance, ça a une vocation nationale, voire internationale. Donc avec des projets en ligne, j'imagine, des conférences. Avec des programmes en ligne, avec des conférences, avec des soirées thématiques, avec des apports d'experts. Oui, on a d'ailleurs créé un mouvement qui s'appelle Leader Kiff. Leader Kiff, ouais, qui est tout nouveau, hein, voilà, la première rencontre a lieu à Lille la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire kiffez notre vie, quoi. Enfin, kiffez votre vie, prenez soin de vous, parce que c'est la joie, c'est l'envie, c'est ça qui donne le feu sacré aux leaders pour pouvoir emmener les organisations. On sait que la conduite du changement, c'est compliqué. On sait que la transition écologique, c'est compliqué. On sait que la transformation digitale, c'est compliqué. Et en même temps, on sait qu'on doit y aller, qu'on y va, que c'est là. On ne parle même pas du contexte politique extrêmement anxiogène. Voilà. Les leaders sont pris dans des sujets de pression, dans des sujets de tension permanente. Et à un moment de réussir à se réapproprier son énergie, son sommeil, sa vitalité, vraiment au sens corps, corps et esprit, c'est un vrai enjeu national auquel j'ai envie de m'impliquer. Et donc le groupe a même soutenu, il y a l'Institut Choiseul que vous connaissez peut-être qui a sorti la semaine dernière une grande étude sur la santé mentale des dirigeants. Et on est partie prenante de cette étude parce qu'à un moment, moi j'en suis tellement convaincue, je me suis dit, est-ce que je suis la seule à être convaincue de ça? Et donc j'ai envie d'aller creuser un peu et de prendre la parole sur ce sujet parce que ça fait partie de ce que je suis, de ma personnalité, de mes convictions, de ce que j'ai vécu. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai divorcé, j'ai vécu un moment pas facile où j'avais perdu la joie, où j'avais perdu ma joie de vivre, voilà, où je suis quelqu'un d'assez solaire en règle générale. Et à un moment, quand il n'y a plus de joie, eh ben moi, j'étais plus capable d'emmener les gens, j'étais plus capable de résoudre des problèmes. Quand tout devient trop pesant, voilà. Et c'est ça aussi qu'on a envie de réveiller chez les personnes et de dire c'est OK de prendre soin de nous, arrêtons de culpabiliser parce que on fait, parce qu'on se repose, parce qu'on fait une sieste, parce qu'on fait 1 heure de sport, c'est OK. Et ça, on ne le dit pas assez. Et alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'être entrepreneur encore aujourd'hui? Je pense, je kiffe, entre guillemets, bien sûr. Il y a tellement de belles choses à faire. Voilà, on vit dans un monde qui est passionnant, qui est mouvant. Hein. On ne va pas reprendre le monde VUCA, tout ce que vous connaissez, mais oui, pour moi, oui, il faut des entrepreneurs, il faut des agitateurs, il faut des talents, mais les talents, pour être en capacité d'amener les choses, de faire bouger les choses, elles doivent tenir sur la durée. Et donc d'être à 100%, 120%, 3, 4 ans, puis prendre un mur, faire un burn-out, une dépression, puis dire finalement, prof de yoga, c'est bien. Et encore une fois, rien contre les profs de yoga, il en faut et sans problème. Mais voyez, soit c'est une vraie vocation d'être là-dedans, et je trouve ça dommage. Parfois, on a des leaders, et moi, je croise tellement dans mon entourage des personnes qui se crament, mais littéralement, qui crament leur vie, qui crament leur famille, et puis qui après... ont du mal à se relever, que je me dis, est-ce qu'on ne peut pas juste prendre soin de nous quand on va bien? On parlait de la transformation des entreprises tout à l'heure, et notamment des entreprises familiales. C'est quand elles vont bien qu'elles doivent se transformer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. On allait bien, on allait très bien. Et on s'est dit, OK, demain, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y avait ce sujet d'alignement entre Jean-Baptiste et moi, mais il y avait aussi le fait de dire qu'on avait parfaitement conscience d'avoir tous nos yeux dans le même panier, un métier de service sur une région, dans une activité très réglementée qui n'a pas tout à fait le vent en poupe au niveau des politiques, qui sont plus vers l'incinération que sur l'enfouissement des déchets, qui est notre métier historique. Et donc à un moment, on s'est dit, c'est malin aussi de diversifier parce que ça nous permet, si à un moment il y a un retournement de marché, si à un moment il y a une activité qui tangue, de ne pas vendre le groupe purement et simplement. Ouais, et puis il y a un phénomène que j'appelle la DIG, Disruptive Innovation Gap. C'est qu'en fait, les entreprises familiales, lorsqu'elles trouvent un métier qui fonctionne, souvent la génération qui arrive juste derrière, elle a tendance à dupliquer la bonne idée et à scaler, à passer à l'échelle. Donc on voit ces entreprises grossir fortement. Tout à fait. Et pendant qu'elles font ça, parfois, et parfois souvent, elles perdent l'orientation entrepreneuriale qui était là au démarrage. Et donc le gap, c'est le gap entre la croissance
et cette orientation entrepreneuriale qui baisse. Et puis à un moment, le business ne scale plus. En tout cas, l'échelle est passée et on a un peu plus de mal. Et on a perdu cette graine de l'entrepreneur qui prend des risques, qui diversifie, etc. Et là, on commence à avoir effectivement des difficultés. On n'a plus, y compris dans la famille, cette âme d'entrepreneur qu'on avait. Donc le cultiver, c'est a priori, en tout cas ce qu'ont démontré les académiques, une des clés du succès des entreprises familiales sur la durée, quoi. En tout cas, moi, j'en suis profondément convaincue. Profondément, on verra. C'est un pari. On s'en reparlera dans 3-4 ans, voir si on l'a réussi. Mais en tout cas, c'est ma conviction. Avant de se projeter un peu sur la next gen, vous m'aviez parlé, lorsqu'on a préparé cette émission, de la certification B Corp. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots, parce que ça vient finir finalement oui, tout à fait. Tout ce sujet sur ça l'impact fait un sociétal. peu plus de 2 ans qu'on travaille. On a quasiment passé tous les certificats. Là, il y a des vérificateurs qui viennent, mais notre groupe est gros, donc ça prend un petit peu de temps. Mais on doit être certifié là bientôt. Je ne sais pas quand, mais... L'intérêt pour vous d'être allé sur cette certification, c'est de faire reconnaître tout ce qui est mis en place dans l'entreprise. Moi, je crois profondément, c'est des entreprises bonnes pour le monde. Enfin, c'est ça leur... Voilà, moi je suis fière, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la façon dont on travaille, de la reconnaissance à la fois du social, du sociétal, de l'environnemental. Et je voulais aller un petit peu plus loin. Et on est déjà certifié ISO, tout ce que vous voulez, 9001, 14001 en EMAS, en sécurité. Mais je trouve que l'aura qu'a la certification B Corp est vraiment intéressante. Et au-delà de ça, c'est effectivement peut-être pour la marque employeur et pour plein d'autres choses, mais c'est aussi une reconnaissance de tout le travail, de l'implication des équipes. On a des équipes formidables qui travaillent, qui font de cette entreprise une entreprise bonne pour le monde, j'en suis convaincue. Et donc, voilà. Génial. Si on se projette, alors les entreprises familiales, elles ont l'habitude de se projeter beaucoup plus qu'une entreprise classique qui fait sa stratégie à 3 ans, à 5 ans, et puis qui revoit ça tous les 3 à 5 ans. Souvent, elles se réunissent en famille et puis elles se projettent plutôt à la génération d'après, donc d'ici une vingtaine d'années, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre finalement. Et vous, ça serait quoi votre rêve pour votre famille, là, si vous vous projetez en 2050 votre groupe, il ressemble à quoi et vous, qu'est-ce que vous donnez comme bâton à ce moment-là? Alors, on me pose souvent cette question, je n'y réponds jamais. Okay. Voilà, donc je n'y répondrai pas. Je n'y répondrai pas parce que il peut se passer tellement de choses. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait encore une entreprise familiale solide financièrement, je veux dire pas solide comme elle l'est aujourd'hui, et que chacun soit épanoui dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, il peut se passer tellement de choses. Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans ou 7 ans, est-ce que tu vois où Baudelaire demain, j'aurais jamais dit groupe Baudelaire, j'aurais jamais dit différentes branches. Je crois beaucoup à l'audace, je crois beaucoup aux opportunités, je crois beaucoup à l'agilité. Et je crois beaucoup en l'univers aussi. Vous savez, au fait qu'on est des bonnes personnes, on travaille bien, on se donne les moyens, et qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer. Donc, mon souhait, où est-ce que je la vois? J'en sais rien. J'espère toujours familial, j'espère toujours indépendant. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Ça aussi, on s'est posé les questions avec mon frère. Est-ce qu'on ouvre un fonds? Est-ce qu'on veut faire grossir rentrer, plus vite. Voilà, est-ce qu'on veut grossir plus vite? Non, ça, on est vraiment très alignés. On veut continuer à travailler ensemble. On veut être familial, on veut être indépendant. Et ensuite, on grandira à mesure de nos possibilités intrinsèques. Et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie de certaines autres sociétés qui sont même peut-être plus jeunes que nous et beaucoup plus grosses. On a une belle taille, mais on a grandi à la hauteur des moyens intrinsèques que nos résultats nous ont permis de grandir. Et ça, on continuera. Donc, j'espère toujours dans cette dynamique-là. Et puis, j'espère que nos branches, qu'on aura réussi notre pari, que nos branches seront toujours là, qu'elles se seront bien développées. Si ça veut bien marcher, la branche énergie sera quasiment, dans 10 ans, quasiment pas loin de celle de l'environnement. Ouais, dans les activités, dans les investissements qu'on a fait, que la branche commerce continuera à bien se développer avec d'autres croissances externes qui viendront compléter l'offre B2B, et puis bien sûr que ma branche bien-être continue à être l'âme, parce que c'est un supplément d'âme. Bien sûr que cette branche, elle n'aura pas ni le chiffre d'affaires, ni les résultats des autres, bien sûr, et ce n'est pas l'ambition. L'ambition, par contre, c'est d'affirmer, c'est d'assumer notre envie, notre façon de voir le leadership, notre envie de vivre cette société, de faire venir tout ce bien-être aussi pour nos collaborateurs et de contribuer
moi, mon envie, c'est ça, c'est de laisser une trace et de contribuer au bien-être des leaders et du monde, finalement. Enfin, alors, à une petite échelle, bien évidemment, mais j'ai de grandes ambitions là-dessus, quand même. Bon, il y a 4 G3 qui sont encore, 4. qui sont Oui. encore jeunes, Oui. deux de chaque côté. Ils sont pas prêts aujourd'hui à se positionner, j'imagine, dans le groupe. Mais est-ce que vous, avec votre frère, vous avez déjà quelques grands principes sur comment accueillir la nouvelle génération à vos côtés plus tard? On n'en parle pas encore vraiment, si ce n'est la même que nos parents, de dire on leur offrira cette possibilité si ils s'en donnent les moyens, s'ils s'investissent. Enfin voilà, s'il y en a un qui tourne vraiment mal, il ne faut pas qu'il espère venir. Alors peut-être qu'on lui fera une place dans l'entreprise pour travailler, mais en tout cas pas à des postes de direction. Donc ça c'est vraiment, voilà, ce qu'on dit c'est capacité et envie. Parce que s'ils n'ont pas envie, il ne faudra surtout pas les forcer. Et s'ils ont envie, mais qu'ils n'en ont pas soit les capacités, soit qu'ils ne s'en donnent pas eux-mêmes les moyens, parce qu'on ne peut pas tout faire à leur place, ça n'arrivera pas. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis ensuite, C'est on sûr que verra. là, pour le coup, les académiques l'ont démontré, s'il n'y a pas d'envie, Ah, s'il n'y a pas d'envie, c'est ils n'arrivent jamais à fabriquer leur prénom. jamais. Et donc, dans ce cas-là, c'est même probablement pas un cadeau de les faire venir dans l'entreprise familiale. C'est un fardeau, Et, vraiment. et là, ça devient un fardeau, quoi, effectivement, vraiment. avec tout ce que ça implique, et notamment comme devoir envers la famille, parce qu'on a aussi la dimension où parfois, il n'y a pas le... C'est pas qu'il n'y a pas l'envie, mais il n'y a pas les capacités, ou il n'y a pas en tout cas l'envie fondamentale chez la personne. En fait, elle a Tout à envie de fait. faire autre chose, vraiment. Mais par devoir, Besoin de reconnaissance. par besoin de reconnaissance, tous ces sujets-là, elle y va quand même. Et, Ouais. en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, de plus en plus, on voit arriver des coachs de jeunes dans les entreprises familiales pour aider et les parents et les enfants à se dire ce qu'ils n'arrivent pas à se dire. Les parents se rendent compte Mais c'est que la c'est pas le plus... chemin, c'est pas le chemin pour les enfants. C'est le Et... plus difficile, honnêtement, la communication, parce que dans une famille, c'est encore plus difficile qu'entre... Déjà, c'est pas facile la communication, en règle générale. Hein, dans les entreprises, on le voit entre les personnes. C'est souvent ce qui pêche. Mais alors, dans une famille, c'est encore plus difficile. Et encore plus dans une famille proche. Je sais qu'avec mon frère, ça a été un sujet. J'ai l'habitude de le dire. Mon frère, c'est le fils de ma mère, c'est le parrain de ma fille, etc. Donc, si on se fight, enfin, c'est un tsunami qu'on met en place, enfin, qu'on génère. Et parfois, on a tendance à pas se dire les choses parce qu'on veut pas le blesser, parce qu'on veut pas qu'il y ait de tension, parce que pour plein de raisons. Et ça, c'est la pire des choses. Parfois, si on n'est pas d'accord, on prend pas de décision. Et pareil, j'ai coutume de dire demi-décision égale emmerde au carré. Ça s'est vérifié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il vaut mieux effectivement prendre un coach. Et nous, on a eu ça pendant longtemps. Mon frère l'appelait le thérapeute de couple, qui nous oblige à nous mettre dans une pièce et à prendre des décisions, même si on n'est pas d'accord. Et quel est le bien commun et pourquoi est-ce que toi tu réagis comme ça et pourquoi est-ce que tu voudrais faire autrement. Et s'il n'y a pas une tierce personne qui aide un peu, Bien sûr. voilà, le téléphone il sonne, on s'en va. Enfin, il se passe tellement de choses. Hein. Donc ça, la communication entre les générations, mais même pas qu'entre les générations, entre les familiaux, pour moi, est essentielle. Essentielle. On arrive à la fin de cette émission, Caroline, et j'ai l'habitude de poser la question suivante à mes invités, et j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Allez-y. Si cette entreprise familiale était un membre de votre famille, un membre fictif de la famille, Oui. est-ce que ce serait un homme, une femme, et de quelle génération il ou elle serait? C'est une bonne question, c'est rigolo comme question. Alors, homme-femme, j'ai le droit de répondre non-genré. Ouais. Je répondrai non-genré, parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que ce soit, enfin pas beaucoup d'intérêt de différence plutôt, que ce soit un homme ou une femme. Et au niveau de la position de la famille, j'aurais tendance à dire un frère ou une sœur du coup. Okay. Un frère ou une sœur, parce que ça veut dire qu'on est très proches, donc ça fait partie de nos vies concrètement. C'est pas un lointain, voilà, c'est clairement au centre de notre vie. Et en même temps, on a sa propre vie. On a notre propre famille. Voilà, un frère, une sœur a sa propre famille, ses propres enfants. Là où avec les parents, on leur doit quand même beaucoup de choses. Là où nos enfants, on ferait peut-être aussi plus de sacrifices volontiers pour eux. Là, voilà. Donc, c'est une entente qui est très, très proche. Très fraternelle. Très fraternelle. Ouais. Et en même temps, on ne doit pas s'éteindre ou en tout cas se mettre de côté pour l'autre non plus. Ok. Et ça serait... donc, il est non-genré ou il ou elle est non-genré. Oui. C'est un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Il est où? Il est dans la fratrie.
peut-être un petit frère ou une petite sœur. Parce Donc- qu'on s'en sent quand même un peu responsable. Donc un troisième. Un troisième, Ok. certainement. Alors ça va vous faire plaisir, en psychogénéalogie, on a toujours 3 rôles Ah, qui se distribuent et pas toujours dans l'ordre. Il y a toujours un bon élève, il y a toujours un médiateur ouais. et il y a toujours un artiste. Je vous laisserai faire le choix. Je réfléchis. Merci Parce que je d'être suis. merci Merci. d'être venu dans Génération Merci Impact. Julien pour votre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Bravo aux équipes techniques d'avoir réalisé cette émission. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire d'une saga familiale.